Et on va laisser la parole maintenant à François-Xavier Schfeyer qui va nous parler de l'enquête européenne sur les professionnels de santé. Donc, je vais présenter une enquête qui est en cours sur le travail des professionnels et leurs partenaires, qui a été faite par Fabienne Avdine, qui est anthropologue, Jean-Baptiste Combe, économiste, et moi-même sociologue. Nous travaillons à l'École de hautes études en santé publique. Fabienne et Jean-Baptiste appartiennent au laboratoire à Rennes de l'Université de Rennes, et moi je suis chercheur au centre Maurice Alvax. Je prends mes... Donc ce projet est un projet européen qui débute sur les questions de santé des migrants primo-arrivants, donc le troisième cas qui vient d'être présenté. Et dans le déroulé de ce projet, la première année, on a donc à faire une étude, une enquête sur le travail réalisé auprès des migrants par des professionnels et leurs partenaires. Les résultats que je vous présente sont issus d'une enquête, du volet qualitatif de l'enquête. On a rencontré une quarantaine de personnes assez diverses, professionnels de santé et sociaux, dont interprètes, salariés ou bénévoles d'associations, administratifs, préfecture, OFI, département, directeur d'hôpital médico-social, etc., sur 6 terrains dans 4 régions, et il n'y a pas l'Île-de-France. Et l'analyse est en cours, donc c'est vous dire que nous sommes en pleine réflexion, parce que le sujet, ça a été dit déjà ce matin, est extrêmement complexe. Alors, ce qu'on peut dire pour synthétiser, je vais commencer par là, c'est que les situations de travail qu'on a pu observer sont très diverses, mais elles sont toutes sous tension. Et on peut repérer 4 points de tension. Le premier, c'est que le travail est réalisé hors des routines. Alors la routine, c'est pas du tout un terme péjoratif, hein, c'est ce qui permet d'incorporer des compétences et de gérer la singularité à grande échelle. Donc en fait, pour le soin aux migrants, le quotidien est fait d'imprévus, de problèmes nouveaux, il faut s'adapter, faire des choix, trouver des solutions. Et surtout, les situations obligent à délibérer sur le sens du travail. Qu'est-ce que c'est soigner ? Et soigner des migrants, c'est pas soigner en routine, en libéral ou à l'hôpital. Deuxième point de tension, les réponses à apporter aux besoins, pour être satisfaisantes, sont en général hors de portée. C'est-à-dire que les soignants n'ont pas les moyens de bien prendre en charge les migrants. Troisième point de tension, l'expérience de la violence. La violence vécue par les migrants, mais l'expérience de la violence symbolique et parfois de la violence physique. Donc, on nous a rapporté des exemples d'un enfant à qui un policier refuse qu'on apporte de l'eau parce que c'est pas l'heure, c'est pas le lieu, et lui, comme tout le monde, ou alors de la spoliation, du harcèlement, y compris les professionnels, etc. Donc, certains, d'ailleurs, ne tiennent pas, je dirais, face à cette violence. Et la dernière dimension, Médecins du Monde l'a très bien dit, c'est la dimension politique des questions de santé, qui n'est pas toujours explicitement verbalisée, mais qui se sent très bien dans les stratégies d'appellation et toute l'euphémisation. On parle des gens, des gars, des patients, des migrants, mais avec une très très grande prudence pour éviter toute labellisation. Si on entre un petit peu dans le travail, en fait, ce qui frappe, c'est que les acteurs sont en quête d'un cadre de travail adéquat. Le sentiment d'un manque de moyens est partagé, alors pas seulement les ressources humaines, les financements, mais aussi les compétences et savoirs, non pas qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont pas forcément disponibles. Et je parle évidemment de l'interprétariat, par exemple. Et puis aussi un grand manque de coordination et de pilotage, qui demande un travail d'ajustement considérable sur lequel je vais revenir. On est aussi aux limites du droit commun. Et donc, on a des formes d'invisibilité, ça a été très bien dit dans le récit d'Adama ce matin, la question des migeurs, la question des gens qui ne devraient plus être là, mais qui sont toujours là, et c'est ce que Jérémy Guéret appelle les frontières à géométrie variable de la prise en charge des migrants. Alors, ce cadre de travail inadéquat renforce les effets pervers de la catégorisation et des dispositifs spécialisés, qui est un vrai problème, parce que l'État-providence, c'est un moyen d'action, la catégorisation. Donc on voit bien que ça nous pose la question, finalement, des effets de la catégorisation. Et puis toutes les dyschronies, c'est-à-dire les conflits de temporalité qui génèrent des délais, des attentes, et en France, on n'est pas habitué à ce que l'attente soit utilisée comme un moyen de régulation, ce qui existe dans d'autres pays européens, mais c'est d'autant plus choquant.
Alors, on voit bien que ce travail sous tension se fait avec des règles instables qu'il faut adapter, qu'il faut parfois inventer. Alors, on a d'une part les règles de contrôle de l'État, avec un acteur central qui est le ministère de l'Intérieur, et le ministère de la Santé. On voit bien que les ARS dépendent en grande partie du ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs, ses budgets opérationnels de programme sont pris sur la cohésion sociale. Donc il y a des conflits de rationalité. L'État, d'un côté, est protecteur, mais d'un autre côté, il peut instrumentaliser les professionnels. Enfin, il y a un débat. Il y a les règles professionnelles donc, qui sont celles de l'autonomie du jugement, de la capacité à délibérer parmi les volontaires mobilisés qu'on a pu observer, rencontrer, les dimensions morales de l'activité, ce qui est très important. Et donc, entre ces deux types de règles, il y a ce que Jean-Daniel Reynaud appelle la régulation conjointe, c'est-à-dire ce travail d'ajustement des règles pour trouver non seulement des règles de coordination, mais pour essayer de trouver des règles opératoire, acceptable, etc. Donc, qui fait quoi ? Comment stabiliser une configuration locale de travail ? Que faire avec le pilotage politique ? Donc, il y a un investissement collectif considérable au sein de réseaux locaux qui sont à la fois des outils de travail, mais aussi des espaces de soutien. Et cet investissement est fondé sur un engagement éthique qui est absolument fondamental. Tous les professionnels qu'on a rencontrés sont tous des volontaires. Alors ça, c'est une limite de l'enquête, c'est à la fois tout son intérêt, mais on n'a pas, si vous voulez, observé ce que d'autres collègues ont pu publier sur les effets d'étiquetage, de sélection, etc. On ne l'a pas observé en direct. En tout cas, tous les régimes d'engagement des personnes rencontrées sont d'abord fondés sur des valeurs, y compris chez les administratifs. Et aussi une finalité, c'est la finalité qui mobilise. On veut dire par là que les militants, par exemple, peuvent avoir des options très différentes, voire opposées, et en même temps être partenaires dans un même programme. Alors qu'est-ce qui fait tenir ? La satisfaction d'être utile, le sens trouvé au travail, ou retrouvé au travail, une forme de réenchantement, les petites victoires, par exemple obtenir la pose d'une prothèse pour un migrant, la rage, la colère, l'indignation, et puis la solidarité d'équipe. Alors, cet engagement génère une très forte frustration, et cette magnifique exclamation à propos du système, on est mis en impuissance. Alors, on est mis en impuissance quand on ne peut pas offrir des soins de qualité, l'absence de suivi qui a été soulignée, les priorités vitales des migrants qui passent avant leur santé, et c'est difficile à accepter, sentiment d'impuissance, la possibilité à faire, et puis aussi sans cesse se mobiliser pour convaincre alors le service de l'établissement qui a son quota de migrants, ou faire et défaire, c'est-à-dire le bus des hotspots qui arrivent, et donc les gens qui débarquent sont prioritaires alors que le dispositif est déjà saturé. Alors pour faire face, il faut un pragmatisme des alliances, c'est-à-dire trouver des partenaires, coopérer au-delà de sa propre juridiction, de son propre métier. L'inadaptation du système conduit à chercher des financements publics, etc., donc à s'inscrire dans des dispositifs d'action publique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les financeurs, ARS, préfectures, sont à la fois nécessaires et contestés, ce qui nous conduit à formuler deux hypothèses. La première, c'est on fait l'hypothèse d'une forme d'émergence d'acteurs programmatiques locaux. Alors, je me réfère aux travaux de William Geniès ou de Patrick Hasentoffel. Donc, l'acteur programmatique, c'est celui qui propose au pouvoir public, qui influence finalement en proposant des solutions. Médecins du Monde est un très bel acteur programmatique. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est la création de formes de professionnalisme au sens de Julia Evet, c'est-à-dire finalement cette capacité à mobiliser des compétences pour travailler dans plusieurs systèmes d'action, à la fois son système d'action professionnel, mais aussi administratif, mais aussi local, etc. Et là, on voit bien que ce qui est appris au contact des migrants a une portée beaucoup plus générale. On n'est pas du tout dans un placard du système. Alors, l'engagement éthique qui fonde finalement ce travail est celui, je dirais, est fondé sur des valeurs. Ça, c'est... Pardon. Excusez-moi, voilà. La ressource, après le pragmatisme des alliances, qu'est-ce qu'on a comme ressource ? C'est la coopération qui, à la fois, mêle des pratiques professionnelles, mais aussi des sentiments. Il y a une fierté partagée, il y a une amitié, il y a une empathie, et c'est ça qui, finalement, soude
les équipes, qui créent le lien social et qui permettent de tenir. Il y a une forme de collégialité, mais alors qui est un petit peu différente de la collégialité définie par Emmanuel Zega, par exemple, c'est-à-dire qu'elle dépasse le cercle des pairs. Mais ce qui est très important dans la collégialité, c'est pas seulement l'interdépendance, c'est aussi la conceptualisation conjointe, c'est-à-dire qu'on va créer ensemble, réfléchir ensemble pour se coordonner. Et puis l'échange des compétences et la construction d'une forme d'efficacité collective. Alors, en sociologie urbaine, on appelle efficacité collective quand on peut associer la population. Et bien là, on voit bien que les soins sont efficaces quand le lien de confiance avec les migrants peut être construit, mais il faut du temps, et c'est un véritable investissement. Alors, ces échanges de compétences, cette construction d'une efficacité collective fondent une solidarité, fondent les liens sociaux. Et je me réfère à Norbert Alder sur l'endettement mutuel qui crée le lien social, et qui donne aussi un sentiment d'exister. Alors, soigner les migrants, c'est évidemment un surtravail nécessaire. Surtravail parce que c'est un travail d'articulation, ça demande du temps et des espaces. Or, dans le système de santé, on est sous pression, on manque d'espace de rencontre, par exemple le libéral n'a pas d'espace pour se rencontrer. Un travail de sensibilisation, convaincre les confrères, convaincre les partenaires de l'urgence. Alors ce n'est pas seulement le plaidoyer politique, c'est aussi vraiment ce travail de sensibilisation des confrères. Le travail de traduction, pas au sens de l'interprétariat, mais au sens de Michel Calon, c'est-à-dire finalement la prise de conscience que ce que c'est l'autre peut être utile dans mon travail. Donc c'est ce que Didier Fassin appelle le déplacement en fait. On déplace le regard pour enrichir ses compétences. Et puis le travail d'innovation pour trouver des solutions. Il y a plein de trucs qui sont trouvés. Finalement, on utilise les portables des migrants pour prendre une photo de l'étiquette et en fait, c'est plus la peine de leur demander leur nom ou leurs identités flottantes. Et donc, on lit l'étiquette, etc. La pharmacie, les vestiaires dans les passes, ou alors mobiliser l'URPS pour financer les interprètes. Donc, on voit qu'il y a des comportements très innovants, des apprentissages pour une santé publique pragmatique, entre guillemets. Pour conclure, il s'agit de faire face. Alors certains expriment une forme d'épuisement, saturés par l'incapacité à gérer, on sent ses idéaux ou l'éthique attaquée, on peut devenir maltraitant. Et donc, jusqu'où accepter? Et là, on a vraiment une question de fond, puisqu'on peut avoir une réaction de refus de soins parce que ce ne serait pas de bonne qualité, et on assume le fait que ça puisse être choquant, mais on met l'éthique comme justification en disant que, en mettant sous pression le système, finalement, on va essayer d'obliger à réagir. Donc on voit bien qu'on est dans des situations limites, c'est une sorte de rapport de pouvoir et de violence également. Alors ça invite, ça pose tout les enjeux d'une réflexion collective, d'une politisation dont le plaidoyer, et aussi d'un partage de connaissances, c'est tout le sens d'ailleurs de ce colloque. Et je terminerai par une réflexion, j'emprunterai un très beau mot de Durkheim, il dit: élevons-nous en principe, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'action d'une minorité, parce que c'est quand même le cas, les gens qui travaillent auprès des migrants sont une minorité, cette prise de conscience de l'enjeu politique de l'activité professionnelle, ça permet de réhabiliter les interrogations philosophico-morales, c'est ce qu'a très bien dit Emmanuel Hirsch tout à l'heure, et c'est d'autant plus important que les standards administratifs et gestionnaires ont plutôt tendance à marginaliser justement ce questionnement éthique. Et je voudrais faire juste référence à Zygmunt Bauman, qui montre bien que quand les procédures administratives deviennent une finalité, l'administration devient amorale et ça peut conduire à l'horreur. Alors je vous laisse, non pas pour conclure, mais au contraire pour ouvrir le débat, sur une réflexion de Florent Champy, qui dit que finalement, le discernement et la pratique de l'indépendance d'esprit par les professionnels les rapproche quelque part du rôle des intellectuels, avec cette particularité que les professionnels ont un lien étroit entre l'engagement et le contenu même de leur activité. Je vous remercie.